au milieu. Salut mec. Voilà notre héros du jour, Mathieu Blanchard, effectivement grand coureur d'ultra, et puis mais aussi effectivement participant à Koh-Lanta. On va discuter de tout ça avec toi. Tu nous entends bien? Tout va bien, tout est calé, ça va? Au top, ouais, ça va super. Il faut encore un petit peu se reposer cet après-midi là, mais les étoiles se sont alignées pour faire un beau départ du TMB ce soir à 17h. Ouais, on met une petite pièce a priori sur ta performance. On nous dit il pourrait réaliser un top 10, on va te mettre tout de suite la pression. Alors on va voir. Donc voilà, t'es en forme. Bah écoute, moi j'ai commencé l'ultra trail il n'y a pas si longtemps en fait. Ma vraie carrière entre guillemets d'ultra trailer a commencé en 2017 et je peux dire qu'aujourd'hui j'ai jamais été autant en forme qu'aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça donnera. C'est de bon augure parce qu'il y a 2 ans tu fais 10 à la CCC. Il y a 2 ans je fais 10 à la CCC. Il faut savoir que 10 jours avant la CCC je me fais une sale entorse grade 2 de cheville et donc je me suis fait strapper par un podologue la cheville. J'ai pris le départ de la CCC comme ça, c'était pas terrible mais j'ai quand même réussi à faire ma course et sortir 10, mais bon idéalement ça aurait été mieux sans la cheville. Et l'année d'avant en 2018 c'était mon tout premier UTMB, je l'avais pas très bien géré, j'étais parti un peu fort devant parce que je cours assez vite à plat. Des hauts, des bas, mais j'avais réussi à tirer mon épingle du jeu en terminant dans le top 15, j'avais terminé 13e. Ouais, donc voilà. Donc là maintenant un Mathieu Blanchard en forme, ça donne quoi à l'arrivée? Bah écoute, moi cette année j'ai décidé d'être un petit peu plus intelligent. Je vais pas forcément faire le combat d'entrée de jeu comme ça se fait chaque année à l'UTMB dès le départ. J'ai décidé de faire plutôt une stratégie à la Xavier, c'est-à-dire d'avoir des temps de passage sur chacun de mes ravitaillements, les tenir. Et cette année je vais faire ma course par l'arrière plutôt que de l'avant. Habituellement je suis plutôt un coureur agressif qui va gérer la course par l'avant, mais là je vais être derrière et je vais avoir des temps de retard sur la tête de course. Ça veut dire que là c'est ce qu'on appelle du pacing de course, c'est-à-dire que tu as dosé certaines portions. On parlait tout à l'heure du ressenti d'effort, tu t'es dit telle portion je vais être sur un ressenti un peu moindre. Exactement, en fait j'ai croisé ce que j'ai déjà fait sur l'UTMB, j'ai fait ma reconnaissance et je cours aussi avec certains coureurs élites, je connais leur niveau à peu près, je me suis tablé par rapport à ça. Notamment Andy Simons dans le sud de la France avec qui je cours régulièrement, qui a fait 5e il y a 2 ans sur l'UTMB. Donc j'ai croisé toutes ces informations là et avec le team manager de Salomon, Greg Vollet, par rapport aussi au temps que lui connaît des athlètes Salomon, de ce qui va se faire devant, on a tablé des temps de retard et puis voilà, on va rester un petit peu sur l'économie jusqu'à Courmayeur. Il faut arriver relativement frais à Courmayeur. À partir de Courmayeur, on verra un petit peu pour faire le point. C'est des temps exacts ou des fourchettes Alors, c'est des temps, disons qu'au Contamine, c'est des échelles de temps d'à peu près 5-10 minutes. Et puis petit à petit, à mesure que la course avance, l'échelle augmente. Voilà. Tu vas augmenter, ça, c'est très intéressant parce que même ceux qui nous regardent, les néophytes, ils veulent savoir un petit peu et apprendre parce qu'ils ne savent pas forcément gérer leur effort. Donc c'est apprendre à bien se connaître aussi à un moment donné. On a vu des coureurs comme Antoine Guillon passer à la minute près, certains coureurs ou coureuses nous annoncer un temps et y passer, c'est quand même... C'est très important et en fait c'est hyper sournois l'ultra trail, surtout les très longues distances parce que le pace et puis l'intensité doit être tellement faible au début qu'on n'aime pas être si lent et d'avoir un confort cardiovasculaire aussi important et donc on a tendance à aller un petit peu trop vite et la course est longue. Et l'UTMB est encore plus sournois que ça et ça c'est mon analyse. Habituellement les ultra trails dans les 50 premiers kilos tu vas toujours avoir des obstacles naturels dus au terrain, ça va être des racines, des roches ou des pentes avec des degrés assez raides en montée ou en descente. Or l'UTMB il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de pente raide au début qui vont nous ralentir. Donc l'intensité, naturellement, va être toujours un petit peu au-dessus. Et habituellement, les ultra-trails nous ralentissent par les obstacles, donc on n'a pas le choix. Et finalement, on a à peu près la bonne intensité. C'est-à-dire tu préserves en fait. Mais l'UTMB est très sournois parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc c'est là qu'on tu es obligé de te préserver. Tu es dans l'obligation de te préserver. Tout à fait. Ouais. Moi j'en ai vu les 2 années, là, 2018 UTMB et 2019 CCC. À Champé, après Champé, c'est littéralement des zombies que je rattrapais sur le sentier. Et pourtant, il reste encore 40 km à Champé. C'est pas dans les 10 derniers kilomètres que les gars ils sont déjà zombifiés. Ouais, et puis on a déjà eu des retours en discutant avec certains coureurs qui nous disaient de toute façon la bataille elle commence à Champélac. Mais je suis entièrement d'accord. Je pense que, et puis d'ailleurs c'est ce que j'ai discuté aussi avec mon manager, c'est que à partir de Champé, c'est là qu'on va commencer un petit peu se mettre dans une intensité très inconfortable. C'est là qu'on commence à durcir. Et que peut-être que l'heure de retard qu'on aura à Champé derrière la tête de course, on va rattraper peut-être 1h30 ou 2 heures entre Champé et l'arrivée.
si on est capable de courir encore. Et à l'inverse, si on part trop vite, on fait 100 bornes, on s'appelle Jim Wamsley et puis on fait voilà. la ligne d'arrivée est à Chamonix. Hein. Exactement. C'est intéressant, hein, on peut rebondir sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que tu vas te programmer à avoir plus mal à un moment donné. C'est ça, exactement. Donc ça veut dire que là, on est dans le côté de la préparation mentale, l'accompagnement mental. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se préparer à souffrir davantage, c'est ça? J'ai déjà visualisé ça et c'est un petit peu... ouais, c'est ça en fait. L'idée, c'est d'arriver à Courmayeur avec un certain confort et de se mettre volontairement dans l'inconfort parce qu'à un moment donné, c'est sûr que si on veut compétitionner contre les meilleurs, on va pas être en confort tout le long, sinon ça serait trop facile. Sortir de sa zone de confort. On le projette tardivement dans la course. Et en gros, pour moi, la valeur principale, là, ça va être la patience. Hein, parce que Champé, c'est à 130 km et il y en a des kilomètres et du temps pour aller jusque-là. Donc, si on est patient et qu'on gère bien son effort, il y a moyen de faire quelque chose de beau en tant qu'outsider à l'arrivée. Et là, donc, tu nous as parlé d'une préparation un petit peu technique, avec des temps de passage. Il y a une approche vraiment rationnelle. En disant, je veux me préserver. Donc, toi, tu nous as dit, tu l'as visualisé, histoire d'être confortable avec une position qui ne sera pas forcément celle qui correspond à ton niveau et tes attentes pendant très longtemps, d'un point de vue purement psychologique. Toi, dans une course comme ça, où tu sais que tu vas aller à un moment pousser dans tes retranchements, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu utilises, auxquelles tu t'accroches pour continuer d'avancer et justement trouver du confort dans l'inconfort? Déjà, tout ça, c'est de l'accepter avant. En fait, c'est de le prévoir avant. Là, c'est pas quelque chose que tu décides une fois que tu es dans la course. Et donc, si tu l'as accepté, c'est sûr que ça va être dur pour moi parce que je suis habituellement, c'est vraiment plutôt une course agressive en avant de course. Je l'ai déjà accepté d'avoir des temps de retard assez importants dès Courmayeur là, ou même avant. Et donc, c'est de l'accepter. Et ensuite, moi, ce que je fais en fait, avant chaque ultra trail, chaque course en particulier, je vais venir à la course pour plusieurs raisons. Et comment je vais aborder la course, il va y avoir des raisons aussi. Et donc, je vais prendre un petit bout de papier et un stylo, tout simplement, la semaine de la course. Et je vais répondre à pourquoi je fais cette course-là. J'écris tout ce qui me sort dans la tête dans la semaine. Je retiens ça. Et en fait, quand mon cerveau ne fonctionnera plus pendant la course, la liste, elle sera déjà dans ma tête. Et quand je vais souffrir ou quand je vais me dire « Mais mince, t'as trop tard, il faut que tu accélères. » Non, Mathieu, tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais pour quelle raison tu as choisi de faire cette stratégie-là et pourquoi tu fais cette course. Et donc, les schémas mentaux et la discussion interne que j'aurai ira directement. Ça s'appelle un dialogue interne. Voilà, donc, dans un sens positif. Tu fais effectivement de la technique de préparation mentale. On va aller un petit peu plus en profondeur dans le cerveau de Mathieu Blanchard. Ça va être intéressant parce que tu es quand même aussi participant à Koh Lanta. C'est quand même une épreuve extrême aussi, quelque part. On n'a pas à manger, on doit rester en autonomie. Est-ce que ça se prépare aussi d'un point de vue mental, parce que le mental, ça veut rien dire, on ne sait pas le définir. Tu parlais de l'écriture, par exemple, le langage est important parce qu'à un moment donné, on sait qu'on a beaucoup d'inconscients en fait, et beaucoup de routines sont inconscientes. Elles vont venir on parlait des biais de disponibilité, etc. Donc, il y a un gros travail à fournir d'un point de vue de la conscience, de la prise de conscience de certaines choses. Comment tu travailles ça? Pour moi, c'est primordial parce qu'en fait, comme tu dis, il y a un énorme travail d'inconscient. Le système nerveux va un peu nous contrôler de manière inconsciente. Et naturellement, je trouve que l'être humain, dans l'inconscient, va prendre une direction assez de paresse en fait, et d'économie. Et alors consciemment, moi, quand je cours, je vais souvent faire des scans pour vérifier si j'ai la bonne biomécanique de course, si je suis le plus efficace. Je vais me détendre les trapèzes et je me rends compte un scan corporel, ce qu'on appelle. Corporel, ouais. Souvent dans l'inconscient, mais mon corps n'est pas dans la bonne dynamique pour courir. Et donc voilà, j'essaie de toujours être en pleine conscience pour prendre le contrôle là-dessus, être le plus économique en montée, en descente. Et pour faire le lien avec Koh Lanta, en fait, ça se prépare pas vraiment, mais c'est que quand tu as vécu ce type d'expériences qui sont très fortes d'un point de vue émotionnel, en fait, en Koh Lanta, on mange pas, donc on vit aussi les hypoglycémies constantes comme on peut vivre sur les ultra-trails, et on dort pas aussi. C'est ça qui est dur, c'est le mix pas manger, pas dormir. Au bout de 3-4 jours, tu es dans une hypersensibilité telle que la moindre chose va te faire pleurer, rire, et tu vas aller faire les épreuves sportives à Koh Lanta sans énergie. Il n'y a plus de réserve émotionnelle, tu veux dire. C'est-à-dire la réserve, elle est terminée, c'est-à-dire on ne peut plus la contrôler. C'est-à-dire les pensées ne contrôlent plus les émotions. Tout à fait, c'est incontrôlable et on vit ça aussi sur l'ultra-trail. Parfois, moi qui quand même, c'est difficile pour moi de me faire sortir des larmes, mais sur un ultra-trail, régulièrement, sur des ravitaillements, les larmes vont sortir toutes seules. Mais il faut mieux qu'elles sortent à la fin, non? Mais idéalement, oui.
D'accord. Mais effectivement, c'est très passionnant parce que tu parles des émotions, mais et les émotions avec les autres aussi, parce qu'on est reliés. On parlait des hormones hier, l'ocytocine qui nous rassemble, le lien social. Effectivement, mais il peut aussi amener aussi beaucoup de cortisol parce qu'il y a des tensions entre les autres. On parle aussi de l'aspect mimétique, c'est-à-dire c'est mimétique, on est par imitation et l'altérité, on se construit par rapport aux autres. Donc aussi dans Koh Lanta, plus que dans l'épreuve comme l'UTMB, il y a vraiment cette altérité, c'est-à-dire que c'est pas facile le rapport avec les autres. C'est le plus difficile à Koh Lanta. Ouais. Moi, à chaque fois qu'on me pose la question, c'est quoi le plus dur à Koh Lanta? Oui, c'est dur de pas manger, mais voilà, c'est un jeûne, on s'en sort et puis on est tous dans le même bateau. C'est dur de pas dormir, mais le plus dur dans Koh Lanta, c'est l'humain, parce qu'il faut savoir le lire. Et l'humain peut être aussi un petit peu sournois. Et puis Terrible. voilà, on reste quand même dans un milieu de jeu, il en reste qu'un à la fin. Et il faut savoir lire, et à travers toutes ces émotions qui sont en ébullition, ça complexifie encore plus le jeu. Mais je trouve que ça apprend beaucoup aussi à lire le langage corporel, plus que le langage verbal, parce que encore une fois, nous autres êtres humains, on parle beaucoup, mais je trouve qu'on a beaucoup à apprendre aussi dans le langage corporel et mimétique. non verbal. Et puis Mimétique. puis il y a beaucoup à apprendre de ça, et d'ailleurs on peut aussi dans l'ultra trail très vite, si on sait lire un petit peu l'adversaire, d'un coup d'œil voir dans quel état de fraîcheur il est. Ça s'appelle les neurones miroirs. Voilà. Donc ça a été découvert par des Italiens et effectivement c'est passionnant. Moi j'ai une dernière question. On va faire venir les deux autres invités en compagnie de Martin. Effectivement, qu'est-ce qu'on va chercher quand on va faire Koh Lanta ou quand on va faire l'UTMB en profondeur? Qu'est-ce qu'on recherche comme but? C'est une question philosophique. Ouais, c'est fait exprès. C'est une question philosophique, Ouais. mais moi, des fois, on cherche toujours des raisons à faire des choses, je trouve bien souvent. Et puis, c'est quoi ton dessert préféré, par exemple? Moi j'aime bien le fondant au chocolat. Bon, mais pourquoi tu manges du fondant au chocolat? Parce que je vais dans la zone de récompense et de plaisir. Ben voilà, moi je fais les ultra trails, puis je vais faire ces courses tout simplement parce que j'adore ça, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Après, on peut aller dans des plus grandes dimensions. J'adore le sport, j'adore le milieu naturel, donc ça, c'est sûr que c'est le milieu idéal pour ça. Puis un petit peu plus loin, il y a tu l'as évoqué, il y a le milieu aussi d'interaction humaine. Voilà, enfin, on voit l'inspiration qu'on peut donner autour de nous. Et puis moi, malgré moi, j'ai pas commencé ce sport-là pour ça, mais j'ai vu autour de moi que j'ai inspiré des gens à faire de l'activité physique, à se mettre au sport, et qui m'ont remercié sur les réseaux. Et ça me fait du bien, ça m'apporte beaucoup de gratitude. Et même d'un point de vue très proche, mon petit frère en 2018, qui m'a accompagné à l'UTMB, 6 mois avant l'UTMB, il avait 15 ans, il s'est fait frapper par une voiture. Il a failli mourir, il est resté, mais ils l'ont amputé d'une jambe. Et Lucas, les 6 mois, donc de janvier jusqu'à l'UTMB, est resté caché à la maison de honte d'avoir une prothèse. Il voulait voir personne. À l'UTMB, je l'ai invité à venir, et puis j'ai eu le droit qu'il court avec moi sur la ligne d'arrivée. Et c'est le premier jour après son accident qu'il s'est mis en short avec sa prothèse. Et depuis ce jour, il est resté en short. Ouais, ça s'appelle la résilience en fait. Ça lui a vraiment, voilà. Et puis à travers l'UTMB, à travers mon aventure ultra trail, j'ai inspiré mon petit frère, et donc je trouve ça merveilleux, ce sport pour ça aussi. C'est chouette, vraiment. C'est une vraie victoire. Ok, on va il est effectivement 11h55. J'ai une dernière question, parce que du coup, sur ce que tu nous as partagé, il y a quelque chose qui m'intrigue, et ça va peut-être faire le lien aussi avec ton petit frère. Cette année, sur ce petit bout de papier là, des pourquoi tu fais, est-ce que tu arriverais à en partager certaines avec nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est c'est les plus intimes en général, je les garde pour moi. Ouais, non, c'est pour ça, faut garder un filtre toujours. Mais c'est aussi, voilà, cette année, c'est un petit peu aussi. En fait, c'est aujourd'hui qui est un petit peu l'UTMB qui va être un petit peu le vrai départ de la nouvelle vie que j'ai choisie, parce que moi, il faut savoir que je suis parti vivre au Canada pendant longtemps. Voilà, j'ai fait 7 ans, ça fait 7 ans et demi que je suis au Canada. Je suis parti à 26 ans au Canada pour une opportunité professionnelle dans l'ingénierie. J'ai travaillé dans des bureaux aux 4 coins du Canada. Et en 2019, en fait, j'ai fait le choix de quitter mon bureau d'ingénierie pour vivre autour du monde de la course. Voilà, donc maintenant, je fais du développement d'affaires pour la clinique du coureur qui est à fond dans la course. Un petit bonjour à Blaise. Voilà, c'est là-bas que tu l'as rencontré d'ailleurs, Blaise? Oui, c'est au Québec en fait. Puis le monde de la course est petit. Puis les étoiles s'alignent naturellement. Voilà, et dans les discussions, ça se voyait que mon épanouissement n'était pas incroyable dans le monde de l'ingénierie. Puis voilà, on est rentré. Puis j'ai un emploi du temps adapté aujourd'hui pour pouvoir m'entraîner comme je le souhaite dans la course. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le même mois, le stress que ça a créé, tout ça de quitter l'ingénierie, parce qu'en France, on n'est pas super ouvert d'esprit, tandis qu'au Québec, on l'est. Et puis donc voilà, quand on quitte un travail comme ça ou qui a demandé beaucoup d'études, c'est quand même un gros stress. Et je me suis blessé, je m'étais jamais blessé, je me suis fait une fracture de stress au sacrum. Donc mon année de 2019 pourrie.
Et donc pourtant j'avais le temps pour m'entraîner, pour vraiment, ça y est, commencer à progresser et optimiser ma performance comme je l'aurais souhaité. Et en 2020, Covid. Donc voilà, là ça y est, l'UTMB c'est la première vraie course, la grosse rencontre internationale où j'ai pu m'entraîner correctement avec un emploi du temps adapté, faire 2 entraînements par jour, me reposer entre les deux, bien manger, ce que j'avais jamais fait avant. Et donc c'est le point de départ pour moi aujourd'hui d'une grande aventure. Merci Mathieu, Génial. On va recevoir tes 2 autres compatriotes de Koh-Lanta qui viennent d'arriver. Je vais vous laisser moi en compagnie de Martin. Je reste moi là ici? Oui, bien sûr, reste avec nous. Voilà, on vous accueille, merci. Eh bien bienvenue, bienvenue merci. sur la Web TV, donc on se sert, ça passe à peu près. Et on se fera passer du coup le micro, on n'a pas réussi à faire... Si, regarde, t'as un casque pour toi. Comme ça, tu vas pouvoir suivre. Super. Également, on va commencer par les femmes. Ouais, bien sûr, évidemment. Donc Alix, je te laisse te présenter à tout le monde et puis après on rentrera dans le détail. Moi, j'aurai quelques questions à te poser. Ok, moi c'est Alix, j'ai 30 ans. Je m'appelle Alix, j'ai 30 ans, je suis coach sportif et puis accessoirement double participante à l'émission d'aventure Koh-Lanta. Voilà, c'est un peu le fil rouge dans les invités aujourd'hui. Mais tu nous as pas tout dit là, parce que si tu es ici à l'UTMB, c'était pour courir. Oui, j'ai fait ma première plus longue distance de toute ma vie. J'ai participé à la MCC. Ouais. À la MCC, et tu as très bien... Bah écoute, je suis plutôt contente de moi. J'ai fait 23e femme. Ouais, c'est Donc, ça, à peu près quoi, 6 heures, c'était ça? 5h48. 5h48, moins de 6 heures. C'est costaud, et surtout que pareil, on m'a un peu briefé avant, a priori t'arrivais pas super fraîche? Non, j'avais une Spartan Race dans les pattes 24 heures avant parce que je suis pas une fille très bien organisée. Je pensais que c'était mercredi et en fait Mathieu m'a dit ok, tu as 24 heures pour te reposer, c'est lundi la course. Donc non, je n'étais pas très fraîche, mais après voilà, c'était vraiment un grand plaisir de participer à cette course. J'en ai pris plein les yeux. Et puis vraiment, ça a été du dépassement de soi tout au long. J'ai été très bien accompagnée. Le staff était vraiment génial. Des encouragements tout le long, des smiles tout le long. Et non, ça a été vraiment un grand plaisir. Bon, super. Et du coup, donc si on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, hein, là on est quand même là pour essayer de parler un peu performance physique. Oui. Tu nous as dit c'est la plus grande distance que tu as fait jusque-là. En course à obstacles, comme on voit avec par exemple John Albon qui gagne l'OCC hier, il y a une préparation physique qui est suffisamment générale pour servir, en plus en course à obstacles de toute façon on court, mais c'est des distances beaucoup plus courtes. Là sur une MCC, c'est quand même 40 km. Comment tu gères ça et comment potentiellement tu as adapté un peu cet entraînement? En fait, moi j'ai repris une activité physique il y a de ça 3 mois après le tournage de Koh-Lanta la légende. J'ai toujours mis un petit peu de renforcement musculaire dans ma préparation physique, 3 à 5 fois par semaine. Ah oui. Je pense que c'est essentiel pour conserver une bonne condition physique et surtout ne pas se blesser. Très très important. Écoutez, Oui. c'est des très très bons conseils. Oui, pour moi c'est clairement indispensable d'avoir de faire de la PPG à côté de ses entraînements de course à pied. Et puis voilà, c'est fractionner ses entraînements, ce n'est pas faire genre 2 heures une fois et 48 heures se reposer, puis refaire 2 heures. Non, il faut en faire un petit peu, je pense, tous les jours. Écouter son corps. Moi, je soigne aussi ma récup et mon alimentation. C'est des choses qui font partie de l'entraînement. Et puis par la suite, qui payent sur la performance, quoi. Donc, j'essaye, quand je me lance ce genre de défi, j'essaye de mettre vraiment toutes les chances de mon côté. Ouais. Et puis visiblement ça marche. Peut-être pour partager avec toute l'audience qui est là, qui nous suit, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'approche renforcement musculaire. Généralement, on recommande d'aller 3 fois par semaine avec des bonnes séances de gym et surtout pendant la période off pour refaire tout le capital parce que mine de rien, ça tire dessus. Et ensuite, juste maintenir. Toi, si tu aurais un ou plusieurs, 1, 2, 3 exercices spécifiques, tu dis je ne peux pas faire sans. Les fentes, clairement, je ne peux pas faire sans. Les squats, je dirais aussi. Ouais. Après, tout ce qui est mouvement unipodal, faire du deadlift sur une jambe, du soulevé terre sur une jambe, des step-up, monter sur une marche, ça c'est très important. C'est ça, explique. Donc, tu mets un pied sur la marche, voilà. Ensuite tu fais l'effort. Voilà, et tu redescends. Voilà. Et ensuite l'autre pied. Exactement. Et un truc qui est hyper essentiel aussi en course à pied, on a tendance à l'oublier, c'est le gainage.
c'est très très important. Je sais que c'est pas une partie de plaisir, mais tout ce qui est planche dynamique, tout ça, et puis on peut l'adapter même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de gainage. Il ne suffit pas de se dire ok, il faut que j'arrive à faire 2 minutes comme ça sur les coudes. Non, il y a vraiment des steps à franchir. On peut vraiment commencer d'un début très simple et après au fur et à mesure augmenter la difficulté. Est vraiment très important le gainage. D'avoir un caisson abdominal très fort pour la course à pied, c'est essentiel. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que tu dis en statique et en dynamique, tu fais vraiment la différence. Et notamment pour moi, tout ce que j'ai découvert sur le fascia, la dynamique, c'est essentiel pour travailler justement en mouvement. En fait, oui, clairement, quand tu es en course à pied, tu n'as pas le corps qui reste figé comme ça. Ça va clairement dans tous les sens pour faire simple. Et c'est vrai qu'avec Mathieu, on s'est échangé des tips. Il m'a beaucoup donné de tips de gainage, en rotation. C'est très important de faire travailler tout ce qui est chaîne croisée. Et oui, voilà, c'est essentiel parce que déjà pour tes stabilisateurs, quand tu cours, voilà, il y a plein de petits muscles qui sont sollicités sur lesquels souvent on ferme un petit peu les yeux. Puis après on court, on se dit ok, j'ai un petit peu mal là devant, j'ai un petit peu mal là derrière. Ok, c'est juste parce que voilà, tu manques un petit peu de gainage, tu manques un petit peu de force dans tes stabilisateurs. Et voilà, c'est des petits points à travailler comme ça et qui font que peut-être ça fait la diff pour moi aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et donc effectivement, pensez-y quand vous faites vos exercices de renforcement musculaire. Avoir du statique, bien. Avoir du dynamique, moi j'encouragerais beaucoup plus parce que ça se rapproche effectivement déjà de la pratique de course qui est tout le temps en mouvement, et en plus effectivement de ne pas figer du fascia sur des mouvements trop longs dans une position statique. Tout à fait. Super, c'est génial, moi j'adore cette conversation. on apprend plein de trucs. Gabin, on passe à toi. Ouais. Du coup, toi, tu as couru hier. Hier, c'est ça. Au CC. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tiens, par contre, tu peux rallumer le micro. Ah bah non, il l'a. Ouais, Parfait. je l'ai déjà. C'est ça pour toi. C'est bon. Très compliqué. J'ai eu quelques soucis au 10e kilomètre. Ah, c'est tôt. Ouais, c'est très tôt. Okay. Quand il en reste 46, le temps passe très très lentement. Ouais. Au 26e, au ravito du Trian, je me suis posé énormément de questions du coup si je continue ou pas. Parce que du coup, avec des douleurs au genou en descendant. Ouais. Donc au final, ce qui est mon point fort avec mon gabarit, c'était surtout les descentes. Et là, j'arrivais pas à descendre, donc ça paraissait une éternité, quoi. Quand tu vas plus vite en montée qu'en descente, c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, on verra au ravito d'après, ouais. À Valorcine. À Valorcine, je me suis dit, on verra à Argentia. Et à Argentia, je me suis dit, on verra sur la ligne d'arrivée. Et c'est comme ça que j'ai réussi à un peu pirater mon cerveau et me dire, on avance coûte que coûte, même en marchant ou quoi que ce soit, on essaye d'envoyer quand on peut envoyer et que ça finit. Donc, pas une grande partie de plaisir, mais il y avait toujours des bénévoles, des gens avec le sourire qui t'encourageaient. Donc, ça aussi, je pense que ça aide à avancer, à rien lâcher. Parce que du coup, sur chaque ravitaillement, tu es super bien accueilli, les gens sont au taquet, tout ça, les gens qui te reconnaissent, ils m'ont une photo. Donc t'en profites aussi pour te reposer à ce moment-là. Tu souffles, super, faites-en 4 ou 5, pas de soucis. Mais non, du coup, ouais, l'ambiance, tout ça, je pense que l'univers entier, ça aide aussi à finir et encore plus fier d'avoir fini du coup. Et ouais, parce que du coup, c'est vrai que dans l'adversité, tu vas chercher au fond de toi-même. Et puis, du coup, en enseignement, là, visiblement, ça a été une course vraiment au mental. Ah bah ouais, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui qui t'a aidé à avancer? Donc là, tu nous as déjà dit en segmentant la course, pas en voyant ça, voilà, la ligne d'arrivée est 46 km, mais je vais aller jusqu'au prochain ravito et puis je me soucie pas du reste. Ouais, c'est ça, c'est en gros faire des étapes. C'est un peu, je fais beaucoup de crossfit et en gros, c'est un peu ce que je fais en crossfit. Quand par exemple il y a 5 rounds à faire d'un truc, je me dis au deuxième round, t'es bientôt à la moitié. Au troisième, t'as passé la moitié, donc il te reste plus que ça, donc tu peux renvoyer. Et là, c'est un peu pareil. C'est ouais, il te reste ça, c'est pas grave. Tu vas jusque là, tu verras après, tout ça. Et en fait, petit à petit, du coup, tu essaies de grappiller. Tu dis, ouais, il reste 600 de plus jusqu'à la descente, donc petit à petit, en fait, tu te fais des petites barrières et ça te permet mentalement d'avancer. Et au final, tu arrives sur la ligne d'arrivée, tu dis, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. J'ai réussi. Ah, c'est super. Et donc du coup, effectivement, il y a cet aspect mental qui est assez important, qu'on peut retrouver, que ça aille bien ou pas forcément, dans les courses d'ultra. Avec Mathieu, on a un peu abordé le sujet. Comment vous, du coup, pouvez faire le lien entre le challenge mental que Koh Lanta peut représenter, quand on dit
t'es affamé, t'as pas dormi, et puis tout ce qui se déclenche, et puis potentiellement des dialogues internes, des conflits, comment vous arrivez à régler ça et potentiellement à ramener ça aussi pour s'en servir pendant des courses ou pendant des challenges. Je pense que déjà en fait sur Koh-Lanta, t'es vraiment face à toi-même, t'es isolé, t'es sur une île déserte et en fait tu es très vite dans le dur. Clairement, plus quand tu es sportif, que tu t'alimentes pratiquement 6 fois par jour et que là tu passes à 0. Et t'as personne pour t'encourager aussi. Exactement. Ça. Voilà, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est toi qui dois te mettre dans te conditionner. Focus, voilà, te conditionner tout à fait pour aller plus loin. Et effectivement, c'est un petit peu comme disait Gabin, c'est que tu dis ok, là si je reste un jour de plus, c'est un step de plus. Et petit à petit, comme ça, tu essayes de grappiller. Puis bon, moi sur ma première aventure, j'ai réussi quand même à rester 32 jours coûte que coûte. Mais voilà, je m'accrochais à me dire ok, un jour de plus, etc. Et c'est exactement bien de faire ça aussi sur une course, de se dire ok, d'échelonner en fait son objectif. Mais plus que de me dire au ravito, moi c'est vraiment, je me dis ok, je vais être tellement soulagée quand ça va être l'arrivée, puis waouh, c'est ma première grande distance. Et voilà, moi j'aime toujours me donner des défis de plus en plus fous, et c'est vrai que mes objectifs prennent des ampleurs assez conséquentes. D'ailleurs, prochain objectif, marathon des sables. Ouh. Ah oui, c'est encore un autre morceau. Voilà, en compagnie de Mathieu et de Dorian Louvet aussi, qui a participé à Koh-Lanta les 4 terres avec nous. Donc, donc voilà. Il y a aussi une dimension restriction des calories. Hein. Exactement, mais voilà, il n'a pas de course aussi. C'est vraiment Koh-Lanta le plus dur, voilà, parce que tu n'as pas de soutien. Et ce que j'adore dans le trail, c'est cette communauté qui est vraiment incroyable et qui te porte. Ouais. J'avais perdu ça un petit peu dans le CrossFit. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai changé de discipline. Tu le vois plus en compète, ça. Exactement, et je pense que c'est pour ça que j'ai changé de discipline. Et là, il y a vraiment... T'as l'impression que, moi, quand je suis arrivée à la MCC, j'ai l'impression que tout le monde n'encourageait que moi. Il y a cette ambiance, c'est très très fort, les gens ont toujours le smile. Et puis, on a notre prénom sur le dossard, et puis voilà, ils sont là, ils interpellent, allez Alix, c'est incroyable. Mais c'est vrai que Koh-Lanta, voilà, c'est très très dur mentalement, mais on a vraiment subi des choses assez conséquentes émotionnellement. Et puis là, à côté de ça, la MCC, les courses, ça devient une partie de plaisir, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a effectivement, on en parle maintenant en disant l'esprit trail, mais c'est vrai, et quand on peut en faire l'expérience, c'est extrêmement puissant. Et j'ose pas, mais je vais le faire quand même, le lien avec les réseaux sociaux et de dire quand il y a une réponse positive de la communauté, que ce soit des commentaires, que ce soit des partages, j'en sais rien. Ça génère, et ça a été prouvé, de la dopamine, de la même façon que quand tu te retrouves à courir et qu'il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui t'encourage par ton prénom, même si tu sais que ça vient du dossard, c'est extrêmement puissant. Et au niveau physiologique, il se passe des choses, au niveau hormonal, il se passe des choses, et c'est vrai que ça, plus que simplement un encouragement, il y a des réactions. Ouais, c'est un sport individuel, mais au final, ça devient hyper collectif. Ça devient effectivement hyper collectif, que ce soit des gens qui te connaissent et qui t'accompagnent, comme des parfaits inconnus au ravitaillement ou sur le bord qui t'encouragent de façon super vraie. Oui, et exactement. Moi, il faut savoir qu'au début, je courais avec la musique en me disant la musique va me motiver pendant mes premières courses. Et en fait, j'ai totalement quitté mes écouteurs parce qu'en fait, j'adore entendre les cloches. J'adore entendre les applaudissements, entendre les gens. Et puis voilà, tu te nourris de ça en fait. Absolument, tu te nourris de ça. Ouais. Toi aussi, tu l'as ressenti un peu comme ça ? Ah bah carrément. Je sais qu'avant, je faisais beaucoup de foot et j'ai arrêté le foot parce que ça devenait très personnel. C'est chacun pensait à soi. Et en fait, en course à pied, tu retrouves un aspect vraiment union, où les gens sont hyper chaleureux, hyper contents. Enfin, t'en chies, mais ils sont contents que t'arrives jusqu'à eux et ils te motivent à aller plus, tout ça. Donc ouais, c'est super, enfin c'est cool quoi, c'est énorme. Juste un petit commentaire par rapport à ce que dit Gabin. Moi aussi, j'ai fait des sports d'équipe. Et ce que je trouve qui est paradoxal, c'est que j'ai eu des instants communautaires et d'échanges beaucoup plus forts dans un sport individuel par définition que dans un sport collectif par définition. Ouais. Et ça, c'est assez paradoxal et assez fort, je trouve. Ouais. Du coup, Marathon des Sables, pour toi, la suite ? Gamin, ce sera... compétition de CrossFit en septembre, mais ça me
un petit morceau et peut-être les championnats du monde Spartan Ultra en octobre aux États-Unis. Ok, Mais c'est encore à se décider. ça Bon. sera encore. Faudra que les genoux aillent bien. Mon petit doigt me dit que c'était pas la première fois que tu as un problème de genou, toi. Ouais, Non ouais, mais Oh, c'est on pas le sent même. qu'il y a une histoire là. mais il a quitté, tu peux Ouais. raconter. Mais... Ouais, j'ai quitté Koh-Lanta à cause du genou, mais là c'était pas au même endroit, donc heureusement. Rien à péter, juste des courbatures au genou. Donc, Juste des courbatures. Alors ça tient. Un petit. Bon, puis toi, on sait ce qui se passe à très court terme. Et d'ailleurs, on va te suivre et t'encourager. En tout cas, c'est une super nouvelle de voir que tu vas enfin pouvoir courir à ton potentiel, que tu as fait la prépa que tu voulais. Et, donc, et puis, moi j'adore cette petite liste des pourquoi. Je trouve ça extrêmement puissant. Et encore une fois, s'appuyer sur le mental pour aller soutenir et puis sortir, parce que on va y aller, hein. Tu sais en ultra que tu vas te retrouver dans des moments où ça va être l'enfer, où tu vas être dans le dur, et c'est comment tu vas gérer ça. Il y a des moments où tu vas être dans le dur parce que tu l'as prévu, et donc là tu as déjà un scénario prêt. Il y a des moments où tu vas être dans le dur, tu l'as pas prévu, et c'est comment tu lèves la tête et tu dis je suis là, tu viens le moment présent, tu dis de toute façon c'est dans le dur, je peux pas faire grand chose, je regarde une attitude positive, je me raccroche à des pourquoi. Et tu continues à aller de l'avant, et ça, c'est la magie. Exactement. Le cerveau en fait parle au corps. Donc à partir du moment où tu le nourris d'un discours interne et d'informations 100% négatives, tu vas avoir des sensations de pire en pire au niveau du corps. Et si tu réussis malgré la difficulté du moment à avoir un discours interne qui va prendre une direction un petit peu plus positive, même si c'est difficile, même un tout petit peu, mais petit à petit, hop, on va pouvoir remonter la courbe. Et c'est ça qui est beau dans l'ultra trail, c'est que le néophyte aura tendance à penser qu'on part du départ avec ce niveau d'énergie et de forme et que ça fait juste descendre jusqu'à l'arrivée. Ça, c'est la logique naturelle, Ouais. mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Ça descend et puis, bizarrement, peut-être au 100e kilomètre, après 10 heures de course, boum, Il y a on va des se retrouver bas. aussi bien que ce que l'on était au départ. Et c'est ça qui est assez fou. La courbe fait ça. Et donc, Exactement. quand la courbe commence à descendre, qu'on est dans le creux, c'est là où il va falloir avoir un discours interne pour repartir sur une courbe ascendante le plus vite possible afin de se remettre dans la course. Tout à fait. Et ben voilà, donc en tout cas plein de conseils qu'on partage avec vous pendant que cette CCC est en train de se dérouler, et a priori à l'écran on a toujours Stian en tête de course chez les hommes. Et ben merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis ben moi j'ai quand même un dernier conseil, même si j'ai jamais fait la diagonale, le marathon des sables. J'ai des amis qui l'ont fait. Parmesan. Alors, parmesan, c'est le petit truc plaisir que tu t'es octroyé pendant le... Alors moi je l'ai pas fait, mais c'est bien plus loin que le plaisir. Alors avoir un petit truc plaisir, et ça effectivement aussi dans l'ultra c'est important, quelque chose qui va pas être fonctionnel mais qui va purement être émotionnel. En revanche le parmesan c'est 100% fonctionnel, c'est-à-dire que ça ne fond pas à la chaleur, et le rapport poids-calorie est parfait. Ah, Et donc du coup, je prends ce tips. à choisir, parce que on le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Marathon des Sables, course à étapes où il faut être en autosuffisance alimentaire, et du coup il faut avoir un ratio poids-calories qui soit le plus optimisé possible. Et le parmesan, c'est hyper haut dans la liste. Donc si t'aimes ça, note je direct. recommande Tu prends pas à la meule. Non. pas un bloc être- énorme, mais en tout cas ça peut servir, et puis ça changera de la bouffe lyophilisée. C'est pris, clairement. Voilà. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci à vous d'être venus. Et puis bah du coup, bonne chance pour le reste. Et puis Mathieu, on croise les doigts.